Bonjour à tous. Alors, quand j'étais petite, je rêvais de devenir psychologue pour intelligence artificielle. En gros, ce que je rêvais de faire, c'est de pouvoir aider les robots à mieux comprendre les êtres humains. Alors, pas de bol pour moi, le cursus n'existait pas à l'époque. Donc, j'ai fait des études d'ingénierie, de design et de psychologie en me disant que ça m'amènerait bien quelque part. Alors, j'ai eu de la chance dans mon parcours puisque j'ai intégré des boîtes super cool comme Decathlon, Ubisoft et Asmodée. Et en gros, mon métier, c'est de donner encore plus de plaisir à des gens qui en prennent déjà. Donc, c'est plutôt chouette. Mais en tant qu'ingénieur, j'ai une obsession, c'est de savoir si mes études elles vont réussir à prédire le comportement des consommateurs. Bon, alors sur les matériaux, ça va, c'est à peu près facile, relativement facile. On va modéliser une structure dans un logiciel, on va appliquer des contraintes et on va améliorer ça jusqu'à ce que ça passe. Et en général, quand on produit le pont ou quoi que ce soit, ça marche plutôt bien. Et dans l'industrie, on exprime nos erreurs en ppm, donc en parts par million. Par contre, sur l'humain, quand on fait des études, on a vraiment plus de mal à prédire le comportement de l'humain. Et là, en général, c'est en pourcentage, voire des fois, c'est la totalité du projet qui floppe. Alors, il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que souvent, les utilisateurs, ils racontent n'importe quoi. Alors, je pense qu'on a tous un cas où on fait un test utilisateur avec quelqu'un. Et puis 6 mois plus tard, on rencontre l'utilisateur et finalement, le bug insurmontable ou ceux qui voulaient absolument avoir, ils s'en fichent. Et puis, il y a un deuxième problème à ça qui m'intéresse particulièrement, c'est que nous, en tant que chercheurs, on est biaisés et surtout, on n'est pas super bon intuitivement pour parler statistiques. Alors, si vous avez le moindre doute, il y a ces deux messieurs très sympathiques et aussi prix Nobel qui en parlent très bien dans leur livre. Et pourquoi aussi? Parce que notre cerveau, il est bayésien. En gros, pour expliquer ça simplement, on va être plus facile pour nous de spéculer sur des causes que pour expliquer des conséquences. Par exemple, on va vite spéculer sur pourquoi un utilisateur a fait quelque chose, mais ça va être plus difficile d'anticiper ce que va faire notre utilisateur. Et c'est pour ça qu'on a souvent, enfin je pense que tous, ma culpa aussi, on a tous au moins un cas où des utilisateurs ont fait un comportement qu'on n'avait pas prévu. Et alors, comment on fait pour prédire avec tout ça? Alors moi, je suis tombée amoureuse de la data en 2012, donc c'était un petit moment, et ça a été une vraie révélation. En gros, je venais de prendre mes fonctions de responsable du pôle User Science chez Decathlon, à Domios, et j'avais 6 mois pour faire mes preuves. En gros, 6 mois pour prouver que l'expérience utilisateur, ça valait le coup d'investir. Alors ce que j'ai fait, je suis allée sur le site Decathlon, et j'ai eu la chance de trouver qu'il y avait énormément d'avis. Rien que sur la marque Domios, à l'époque, et aujourd'hui j'imagine qu'il y en a encore plus, il y avait 11 000 avis. Et je me suis dit, super, je vais pouvoir récolter plein d'insights utilisateurs. Alors pour ceux qui étaient là en 2017, c'était mes premiers UX Day, il y a Emeline Mercier qui avait présenté comment elle avait fait de la complétion de phrases sur Twitter pour récolter 14 000 avis. Puis elle nous a expliqué pour traiter ça, elle avait dû utiliser un logiciel, des stabilos et de la patience. Alors le problème, c'est que j'ai zéro patience. J'ai pas de stabilo ni de logiciel non plus, mais j'ai vraiment zéro patience. Ce qui fait qu'au bout de 500 avis, j'avais le cerveau qui fumait, je savais plus ce qu'il fallait retenir, enfin c'était la cata. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut automatiser tout ça? Et j'ai un collègue qui m'a dit, tiens, j'ai une solution et on va travailler ça ensemble. Et donc aujourd'hui, mon objectif, ça va être de partager 7 ans d'utilisation de la data pour vous montrer comment on peut faire des super expériences utilisateurs. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste data scientist, donc le bon côté des choses, c'est que je ne vais pas vous bourriner avec du vocabulaire anglais, des trucs compliqués. Non, je vais vous expliquer plutôt comment je l'ai utilisé moi. Et du coup, j'ai un objectif aujourd'hui, c'est que vous repartiez lundi avec quelque chose à mettre en œuvre dans vos boîtes. C'est vraiment ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors, la data, c'est quoi? Data, ça veut dire données, et big data, ça veut dire beaucoup de données. Bon, ça c'était assez facile à prévoir, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de l'humanité, on a généré 13 zeta-octets de données. C'est énorme, et ça ne va pas s'améliorer avec l'arrivée de la 5G et avec l'IoT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, concrètement, il y a 37 milliards de posts qui sont diffusés sur les réseaux. Et ça, c'est énorme. La data, aujourd'hui, les GAFA s'en privent pas pour les utiliser. Et du coup, on a l'exemple de Google qui sait ce que je vais écrire avant même des fois que j'ai eu le temps de le penser. Bon, ça, c'est un peu flippant. Mais on a pire, on a Facebook. Alors en plus, avec sa future crypto-monnaie, ils vont se régaler de nos données. Mais en gros, ils arrivent à améliorer des taux de conversion de manière spectaculaire. Et puis surtout, ils sont en train de devancer Black Mirror sur les scénarios un peu flippants. Il y a des boîtes qui sont prêtes à tout aujourd'hui pour récupérer de la data. Je pense que vous avez entendu les scandales sur Amazon qui laissaient les micros ouverts, Lidl, Boss. Enfin, en gros, on est prêt à tout. Ils s'en fichent des amendes tellement qu'ils veulent avoir nos données. Ça préoccupe aussi énormément les artistes aussi, puisque le vrai paradigme aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus des consommateurs, mais on est des fournisseurs de données et souvent à notre insu. Et ça doit nous faire cogiter en tant que UX designer. Alors à partir de ce moment-là, on a deux choix. Le premier choix, c'est d'avoir peur de la donnée ou de l'ignorer, de rester dans notre zone de confort et puis d'attendre que ça se passe. Et le deuxième, c'est essayer de l'apprivoiser un petit peu pour s'en servir de manière astucieuse et intelligente dans nos métiers. Aujourd'hui, j'espère que vous allez prendre la pilule, qui va bien. J'aime beaucoup cette citation de l'auteur de la stratégie Ender. C'est en gros, on ne peut pas détester quelque chose que l'on comprend. Et mon objectif aujourd'hui, ça va être de démystifier toute la data et de vous apporter suffisamment de compréhension pour que vous voyez les enjeux sur nos métiers. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de rien non plus. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont aujourd'hui se servir de la data. Moi, quand je vais auditer une boîte, je vais poser la question de à quoi vous sert la donnée.
Alors souvent, on me répond rien. Alors il y en a, mais ça ne sert à rien, ce qui est dommage. Il y a des entreprises qui vont s'en servir pour décrire et mesurer. C'est ce qu'on va appeler l'analyse de parcours, data analytics, les KPI, etc. Et ça, c'est déjà super qu'il y ait ça. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vous amener un peu plus loin en vous aidant à vous servir de la data pour expliquer le comportement des utilisateurs et pour vous aider à modéliser et surtout à prédire comment vos utilisateurs vont se comporter. Donc ça, c'est mon ambition. Pourquoi c'est important? Parce que ça va, améliorer votre compréhension de l'utilisateur, 2, maturer l'entreprise sur ça et aussi impacter très fortement le business. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de business models qui se construisent uniquement autour de la data. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ce projet? Alors, je vais détailler chaque étape succinctement avec des case studies. La première étape, c'est quand on travaille avec la donnée, il faut définir le cadre, sinon on pourrait partir dans tous les sens. On va donner des cadres et des hypothèses de travail. Ensuite, on va récolter la donnée. Donc, on va aller à la pêche à l'information. On va parler à cette époque-là de data et de big data. On va préparer et traiter la donnée, donc c'est ce qu'on appelle la data analyse, et on va surtout donner du sens à la donnée. Donc ça, c'est hyper important, la contextualisation et l'interprétation. Et pour moi, c'est le job essentiel de l'UX dans la data. Et ensuite, on va simplement l'actionner sur son projet. Donc ce process, il est assez intéressant, et vous verrez chacune des étapes au cours de la présentation. Alors déjà, le cadre du projet. À quelle problématique doit répondre la data? Ça, c'est hyper important. Vous allez être vraiment la boussole du projet. C'est vous qui allez traduire, c'est vous qui allez donner ce sens-là. Alors, je prends le cas d'Eurocine qui teste une quantité de produits astronomiques chaque année. Enfin, c'est juste hallucinant ce qu'ils testent. Rien que sur les rasoirs, par exemple, chaque année, ils récupèrent plus de 1 million de données chaque année sur les rasoirs. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? C'est bien beau d'avoir un jeu de données, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on a absolument besoin de nous, UX, pour donner du sens à cette donnée-là. Alors, sur la deuxième partie, qui va être de récolter la donnée. On a donné le cadre, maintenant on va récolter la donnée. Il y a une chose qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours de la donnée qui est accessible sur vos projets. Vraiment, il y a toujours de la donnée accessible sur vos projets. En 7 ans d'utilisation de la data, il n'y a qu'une seule fois où j'ai pas eu de données sur un produit. La donnée, on peut la récolter où? Alors, je ne vais pas faire la liste exhaustive, hein, mais je vais au moins vous lire les plus importants. Déjà, les données de votre site et de votre application, il y en a partout. Il y a des avis clients que vous pouvez récupérer sur des stores, même les avis clients de la concurrence. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir trouver là-dessus. Des contenus générés par les utilisateurs. Vos études quanti, vous avez de la data avec ça. Même ultérieures, même celles du service marketing, vous pouvez les récupérer. Vous allez pouvoir avoir de la transcription d'interviews, de tables rondes. Il y a de l'open data. Et ça, c'est une mine d'or pour nos UX designers. Vous savez que vous pouvez accéder à toutes les données du grand débat? C'est quand même super intéressant parce qu'il y a plus de 2 millions de contributions. Vous imaginez ce que vous pouvez apprendre avec ça? Donc le Google Analytics et surtout la recherche scientifique qui va aussi publier ces données, et ça c'est très intéressant. Et après il y a d'autres sites où il y a de la donnée qui est un peu plus pré-mâchée, donc au-delà de l'analyse dessus. Je vous les cite pas tous, mais ils sont tous intéressants, et il y en a d'autres et c'est exhaustif. Par exemple, la page Wikipédia peut servir aussi à faire de la recherche. Je prends juste le cas de Answer the Public, qui est hyper intéressant. Pour ceux qui le connaissent, c'est un site qui va agglomérer toutes les questions que les utilisateurs se posent sur YouTube, sur Google, sur un thème donné. Donc ici, vous avez le cas de les questions sur l'intelligence artificielle que vont se poser les utilisateurs. Donc ça, c'est aussi de la data. Il faut faire juste attention à 2 choses en tant que UX designer, c'est que 1, bien comprendre quand on récupère la data, d'où elle vient et qu'est-ce que c'est, et 2, bien vérifier d'un point de vue RGPD et CNIL que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi non plus, parce qu'il y a des aspects légaux à prendre en compte. Mais bon, vous pouvez aussi jouer les ninjas. Je vais prendre un cas concret pour vous expliquer comment on a récolté la data. C'était en 2017, je bossais sur Just Dance. Alors, manque de bol pour moi, je ne connaissais pas le jeu, je n'avais jamais joué, désolée. C'est un jeu de danse en fait où on a 40 chansons sur lesquelles on peut faire des chorégraphies. Mes collègues étaient en vacances, j'avais pas accès aux études antérieures, et il fallait que j'attende au moins 1 mois pour réussir à faire des tests utilisateurs ou des interviews utilisateurs. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée regarder sur Internet. Et il faut savoir que ce jeu, aujourd'hui, il avait un faible engagement. En gros, on achète le jeu, on y joue 4-5 fois, et puis après on le range. Et puis les ventes marchaient de moins en moins bien. Donc vraiment, là, il y avait un enjeu très fort pour dire quelles recommandations on allait mettre en œuvre aux équipes projet. Ce que j'ai fait, je suis allée sur Internet et j'ai découvert qu'il y avait énormément d'avis sur YouTube. Et genre, une simple vidéo qui n'est pas très connue, c'est 1 million de vues, avec des ratios de like-dislike et des commentaires dans tous les sens. Donc ça m'a servi à quoi? Ça m'a servi dans un premier temps, à travers cette analyse-là, de comprendre les attentes, les ressentis et les besoins des utilisateurs. En gros, sans avoir joué au jeu, j'avais compris que ce qui était prioritaire, c'était la chanson, la chorégraphie, que l'artiste était aussi hyper important, que l'esthétique comptait. Et en gros, j'avais réussi à construire c'était quoi les prérequis, c'était quoi les moteurs de l'expérience, etc., juste grâce à la donnée des utilisateurs. Et surtout, sur Just Dance, ce qui est intéressant, c'est que le teaser donc, du jeu, où on montre les chansons, il sort quelques mois avant la sortie du jeu final. Et du coup, on peut regarder sur ces teasers, déjà, combien de vues il y a. Et combien de vues, c'est l'intérêt qu'ont les utilisateurs. Donc on peut comparer 2 chansons entre elles et dire celle-là est plus intéressante que celle-ci. Mais on a aussi une indication qui est hyper importante, c'est le ratio entre les likes et les dislikes. Vous voyez, celle-ci, qui est une track qui n'est pas aimée par les utilisateurs, elle est à peu près sur du 1/20.
un pouce vers le bas pour un pouce vers le haut. Donc ça nous permettait d'anticiper les tracks qui allaient être aimés ou pas aimés. Et du coup, en termes de recommandations utilisateurs, moi ce que je préconisais, c'est de mettre les chansons qui étaient les plus consensuelles en début de playlist. Comme ça, je commence mon expérience de jeu avec des chansons sympas. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est la donnée des utilisateurs qui me l'a dit. Alors l'avantage du projet, ça m'a rien coûté. Ça a pris 3 heures. Montre à main, on a chronométré. Et surtout, ça a une excellente fiabilité quand on est ensuite fait des tests utilisateurs et des tables rondes. Ils nous ont confirmé ce qu'on avait vu. Et l'analytics in-game montre aussi que c'est les tracks qui sont préférés. Donc ça, c'est une manière astucieuse de se servir de la data. J'aurais pu faire des interviews sans jamais m'arrêter. Et là, j'avais des millions et des millions d'avis et de personnes que j'ai pu mettre dans le projet. Pour récolter la data, on peut utiliser plein de choses, mais on peut aussi la créer, cette donnée-là. Donc ça va être les études quantitatives, la complétion de phrases sur Twitter, qui était vraiment un moyen très astucieux d'en récupérer, faire des sondages sur les réseaux sociaux. Alors moi, ce que j'aime bien, je pense qu'il y en a qui aiment bien faire des soirées Netflix, moi je me fais des soirées webcam. Donc en gros, je regarde des webcams partout dans le monde, avec une grille comme ça, et je cote. Je compte combien il y a de comportements d'un côté, je compte le contexte, et puis je regarde des choses. Alors ici, cette dame-là, elle a battu le record du monde de temps passé à prendre une photo. Elle a demandé à 3 personnes différentes de la prendre en photo. Ça a pris plus de 7 minutes. Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire avec. Mais il y a des webcams partout dans le monde où vous pouvez voir les utilisateurs. Il y a peut-être des live streaming. Il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez retrouver vos utilisateurs. Et cette donnée-là, vous pouvez aussi la créer. Alors maintenant que vous avez récupéré la donnée, il va falloir en faire quelque chose. Donc ça, on va la traiter. Alors je vais vous prendre un cas qui est très intéressant. C'est quoi l'UX? Parce qu'on parle de ça aujourd'hui. Alors moi, j'ai une vision très pragmatique et terre à terre. UX, expérience utilisateur, ça veut dire l'expérience que fait un utilisateur. Voilà, je suis bête et méchante. J'ai sans doute pas la science infuse et vous avez sans doute des définitions qui sont tout aussi valables. Là, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de voir dans l'ensemble que pense la communauté de l'expérience utilisateur. Je peux très bien aller sur Wikipédia. Je le fais avec vous. Je fais un copier-coller. Je le glisse dans WordArt et ça va me faire un comptage de mots. Donc là, je vais être obligé quand même de nettoyer un petit peu parce que les 2, les le et les a, les 1, c'est ce que j'appelle nettoyer une base de données. Donc on va les dégager. Ça prend 2 secondes. Et je remarque qu'en France, forcément, on va parler de ça, que le mot produit va apparaître, qu'on va parler de caractéristiques et d'interactions sur le Wikipédia. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si je le fais sur le Wikipédia anglais, j'ai usability qui va apparaître avant. Donc ça, c'est des insights qui sont hyper intéressants pour moi quand je suis amenée à donner des formations à des UX designers. Qui est mon public? Je me sers de ça. Mais je pourrais aussi aller chercher dans des blogs différents, dans tout ce qu'on va pouvoir trouver, dans les tweets que vous postez aujourd'hui, des informations que je viendrai glisser dans ce logiciel. Il faut juste cliquer sur Import, OK, et ça nous sort ça directement. Donc en quelques secondes, vous pouvez le faire, c'est pas impossible. Donc il y a des logiciels faciles, et après il y a des petits copains qui sont pas super sympas, comme STStack, SPSS, RPython et Orange 3, qui sont payants et un peu plus complexes. Mais déjà, vous voyez qu'avec ça, on peut avoir des trucs sympas plutôt que de compter à la main ou de souligner à la main des choses. Des fois, vos données, c'est aussi des chiffres. Alors là, si je m'étais amusée à vous demander votre taille et votre poids, en prenant le soin d'enlever 3 cm aux hommes et de rajouter 3 kg aux femmes, je reconstruis ce jeu de données-là. Et ce jeu de données-là, moi, il me permet simplement de construire une petite droite, où je mets en abscisse, en ordonnée, les points. Et moi, en tant que scientifique, j'aime bien faire cette petite droite-là, parce que je trouve que ça va plutôt bien avec le tableau. Et ce qui est intéressant avec cette droite-là, c'est que si j'ai jamais rencontré ici personne qui fait 1m65, je peux prédire qu'elle va faire à peu près 60 kg. Donc là, je viens de faire une prédiction. C'est ce qu'on appelle un modèle prédictif, qui est le plus simple, qui est la régression linéaire. Là, je vais insister sur un point, c'est surtout ne confondez jamais corrélation et causalité. C'est hyper important. La corrélation, c'est quand ça apparaît en même temps. Donc on est de l'ordre de la description. En gros, quand il y a ça, il y a ça. Et la causalité, c'est quand un événement en cause un autre. Et ça, c'est un peu plus complexe à déduire. Moi, j'ai pris 5 kilos depuis les derniers UX Day, j'ai pas pris 5 cm. Donc il va falloir vraiment faire très attention à ça, à pas se tromper sur ces notions-là. Donc là, je viens de faire un super algorithme prédictif. Sauf que dans la vraie vie, c'est super plus compliqué. Donc déjà, il y a des exceptions à gérer, ce qu'on appelle les outliers. Et le job du logiciel, du data scientist, ou de vous, si vous avez beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage, c'est de trouver l'algorithme qui fit le mieux avec la réalité. Donc là, on va taper dans le domaine de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning. Je vous ai mis des liens vers des conférences qui sont assez intéressantes et qui introduisent le sujet. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, je vous rassure. Mais voilà, il y a des logiciels à utiliser. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que plus on a de données, mieux c'est. Voilà, je vous montre un petit copain de R. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à l'utiliser, celui-là. On va parler maintenant de DataVis, très succinctement, parce qu'une fois qu'on a récolté les données, qu'on les a traitées, et que vous êtes les seuls à comprendre ce que vous avez eu comme résultat, c'est un peu compliqué. Alors, je tiens à préciser que la personne qui posera la meilleure question va gagner un super bouquin de DataVis.
Donc, petit challenge. Mais en gros, je vous recommande plutôt d'utiliser ce qui est déjà disponible et accessible sur le net. Il y a d'excellents bouquins ici, donc DataVis. Et moi, j'aime beaucoup le site DataVise. Leur logo est construit autour des interactions qu'ils ont eues dans l'équipe projet. C'est des cas d'études qui sont super intéressants sur comment on représente des trucs très compliqués, parce que la vie est compliquée, de manière simple. Donc ça, c'est pas l'objet. Même avec un débit de rappeuse, j'arrivais pas à vous passer la DataVise en 30 minutes. Donc j'ai préféré me focuser sur l'application concrète. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant et moi, je trouve que c'est un domaine passionnant. Important pour donner du sens, et j'insiste, c'est adopter une démarche scientifique, parce qu'on peut se tromper dans nos conclusions si on n'est pas vraiment rigoureux dans la démarche scientifique. Et surtout, vous allez convaincre vos stakeholders, vos DAF, sur la pertinence de vos résultats. Leur langage, c'est des chiffres, il faut parler chiffres, et il faut parler correctement chiffres. Alors, comment on fait pour faire parler les chiffres? Je vous prends le cas de la limitation à 80 km/h. Donc en début d'année, Édouard Philippe se félicitait de, je cite, « la limitation en produit des résultats historiques, le taux c'est le plus bas jamais enregistré ». Donc c'est chouette, on ne peut que se réjouir du fait qu'il y ait moins de morts sur les routes. Donc les graphiques sont magnifiques et puis on y croit. Sauf que concrètement, quand on contextualise un petit peu les informations, ça c'est depuis plusieurs années, et en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a une diminution constante du nombre de morts et qu'avant il y a eu des baisses beaucoup plus spectaculaires. Déjà, c'est pas super. On commence un petit peu à douter. Et surtout, comment est-ce qu'il fait pour faire un lien de causalité? Moi, j'aimerais bien juste savoir, parce que c'est multifactoriel les accidents sur la route. Il suffit qu'il y ait la Coupe du Monde de football pour que peut-être il y ait moins de gens sur les routes et moins d'accidents. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir ça? Donc les mots, vous allez pouvoir leur faire dire ce que vous voulez. Et c'est là où il faut vraiment adapter cette démarche scientifique pour pas raconter non plus n'importe quoi. Alors, je vais présenter le concept d'étude hybride parce que pour moi, ça me tient particulièrement à cœur. La donnée, elle ne marche pas sans l'expérience utilisateur, sans nos métiers. Il y a vraiment besoin de ça. Alors, nous, on est plutôt familier avec le CALI. Le CALI, c'est quoi? C'est de la psychologie qui va nous servir à comprendre. Et là, on a vraiment une attitude d'explorateur où notre matière, c'est l'humain, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et le CALI, ça va être des statistiques pour décrire, mesurer. Et là, on va plutôt être dans le mode géomètre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de plus en plus, les marques vont faire des études hybrides. C'est-à-dire qu'elles vont mélanger les deux, parce que comprendre sans mesurer et mesurer sans comprendre, je ne vois pas ce que vous allez en tirer. Alors j'aime bien le petit post-it qui a été distribué aujourd'hui. On n'est pas que sur de la métrique bête et méchante, nous on est là aussi pour comprendre et expliquer. Mais pas se servir des statistiques, ce serait dommage de ne pas pouvoir faire ce matchage parfaitement. Je vous prends le cas de chez Domios qu'on a pu faire sur une année. Alors je vous rassure, j'étais pas toute seule, on était une équipe complète. Mais en gros, vous voyez qu'il y a du quali et du quanti partout, tout le temps. On les mélange, on en fait un avant l'autre, un après l'autre. Et à chaque étape du projet, on va on va comprendre ce qui se passe, l'exposer à du grand nombre pour quantifier tout ça, repasser en mode quali pour essayer de comprendre pourquoi on a eu ces résultats-là. Et on fait ça de manière itérative. Donc pour moi, j'aime beaucoup cette notion de quali et quanti qui sont fusionnés ensemble. Et quand on parle big data, on va utiliser le mot classic data. C'est quasiment pareil. Pour moi, c'est l'approche la plus qualitative qui va donner du contexte et du sens à la data. Donc, je vais vous donner un peu plus de contexte et un cas précis. Donc ça marche ensemble et il ne faut pas l'oublier. Alors, qu'est-ce que c'est la classic data? Je pense que toutes les futures mamans donneraient cher pour savoir quel jour elles vont accoucher et quel poids va faire leur bébé à la naissance. En tout cas, c'était mon cas. Alors, on peut faire de la data de bourrin. La data de bourrin, c'est quoi? C'est quand on prend toutes les données de toutes les femmes qui accouchent et on fait le poids moyen, la date de grossesse moyenne et puis un écart type qui est monstrueux. Moi, ça ne me sert pas trop de savoir que mon bébé va faire entre 2,6 et 4 kg à la naissance. Ça ne me sert pas à grand-chose. Mais on peut faire de la data avec un modèle, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir d'une échographie, on va mesurer le fémur, le périmètre, bref. Je vous passe les détails parce que je ne les connais pas. Mais en gros, on va pouvoir estimer la date et le poids d'un bébé à la naissance. Donc ça, c'est chouette. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'introduire de la sick data. C'est-à-dire, en gros, prendre en compte mes antécédents, mon poids, mon IMC. Voilà, il y a plein d'informations qui vont jouer sur le poids du bébé à la naissance. Et en sick data, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon intériorité. Donc mon premier bébé faisait ce poids-là, le second faisait ce poids-là. Donc moi, j'ai plutôt prédit que le suivant, il allait faire 3,8 kg. Sauf que mon gynéco, lui, me disait, bah non. Alors du coup, je lui ai demandé de faire 3 fois les mesures parce que j'y croyais pas une seconde. Hein. Et du coup, j'ai eu raison. Donc en amenant de la sick data, on est plus proche de la réalité, on arrive mieux à modéliser la réalité qu'en faisant de la big data de bourrin. Donc c'est ça qu'il faut que vous reteniez. La sick data et le big data vont fonctionner ensemble pour nous permettre vraiment de prédire. Alors maintenant, on va actionner tout ça. Alors j'ai fait de la meta-user research, c'est-à-dire que j'ai fait de la recherche utilisateur sur des chercheurs en utilisateurs. Bref. En gros, je me suis intéressée quand j'ai préparé cette conférence-là, donc j'ai envoyé un sondage sur LinkedIn donc pour choisir le sujet, et je voulais savoir qu'est-ce que j'allais focuser aujourd'hui. Donc pour faire ça, moi j'ai utilisé le questionnaire de Schwartz des valeurs, que certains d'entre vous connaissent. Ce questionnaire de Schwartz, il dit quoi? Il dit qu'on a tous des valeurs et que ces valeurs elles conditionnent aussi notre façon d'appréhender le monde.
Donc moi, je sais que si par exemple je m'adresse à des hédonistes, il va falloir que je fasse une belle présentation, super classe, avec des belles photos, des belles images. Si je m'adresse par contre à des gens qui sont dans l'inconformité, il va falloir que j'apporte des preuves et des garanties sur ce que je suis en train de dire. Donc j'ai récolté de la donnée lors de mes précédentes conférences, donc ça, les UX designers ont posé leur gommette. Et du coup, moi, ça m'a permis de voir que, en fonction de votre origine, si vous mettez du marketing, du graphisme et des sciences humaines, donc ça, c'est des stats sur 130 personnes, donc c'est pas méga fiable, mais je pense que ça marche plutôt pas mal, que du coup, il valait mieux que j'oriente ma présentation là-dessus. Alors j'espère que c'est bon, parce que vu le temps que j'ai mis à faire du fine-tuning sur ma présentation, j'espère que je me suis pas loupée là-dessus. Mais voilà ce qu'on peut obtenir en termes d'action. Maintenant, je voudrais vous parler d'un thème que j'adore, c'est le text mining. Le text mining, c'est la fouille de texte, c'est en gros quand votre matière, c'est pas des chiffres, mais c'est du texte utilisateur. Alors, le text mining, c'est un champ super large. J'ai découvert que le sommet de l'iceberg, il y a encore plein de belles choses que je dois découvrir. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 4 usages. Le premier, c'est de vous aider à trouver les bons mots. Alors, c'est à la mode d'être UX copywriter ou writer, mais ça, la data, ça va beaucoup vous aider. C'est de trouver, par exemple, comment vous allez désigner vos produits, quel titre vous allez utiliser, quel bénéfice utilisateur vous allez communiquer en magasin, quoi en SEO, quoi en hashtag. Le deuxième exemple que j'aimerais vous amener, c'est classifier vos produits et vos services. Comment est-ce que vous allez faire de l'architecture, des menus, des filtres sur vos produits? Le troisième, c'est comment vous allez améliorer concrètement votre expérience utilisateur. Et le quatrième, c'est comment vous allez faire de la user research indirecte. Et ça, j'y viens tout à l'heure. Alors, sur le wording, comment est-ce qu'on choisit les bons mots? Alors, quand je suis arrivée chez Decathlon, il y avait tout le monde qui se battait pour dire c'était quoi le problème principal. J'avais la qualité, qui avait les retours clients qui disaient non, c'est un problème de lavage, machin chose. J'avais le chef de produit qui disait non, c'est un problème de technicité. Enfin, en gros, tout le monde se battait. Et moi, je suis venue avec mes avis utilisateurs un peu mettre tout le monde d'accord. Puisque là, il y a 11 000 personnes qui s'expriment sur ce qu'elles pensent être le plus pertinent, en tout cas, de modifier. Alors ça, on le fait comment? On le fait avec les occurrences. Alors, c'est peut-être le slide où il y a des mots qui sont pas souvent vu, mais une occurrence, c'est quoi? C'est la fréquence d'apparition d'un mot. Plus un mot apparaît, plus ça veut dire qu'on peut le compter un nombre de fois. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que sur le produit de Domios, on voyait que le mot respirabilité apparaissait plus souvent que le mot ventilation dans les avis des clients. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'il valait mieux qu'on utilise respirabilité pour parler de nos produits que ventilation, qui est plus anecdotique. Donc, on a changé nos balisages parce qu'il y avait d'autres mots avant. Et en fait, ça va monter les ventes parce qu'on utilise le vocabulaire des utilisateurs pour parler des produits. Donc ça, c'est mieux. On peut aussi faire un truc qui est sympa, c'est des co-occurrences. En gros, voir quand il y a 2 mots qui apparaissent simultanément, comment ça se passe. Donc ici, on voit par exemple, j'ai pas pris cet exemple-là, mais que le mot couleur, le premier mot qui vient tout de suite quand on parle de couleur, c'est délaver. Donc ça veut dire quoi? Que chez Decathlon, il y a un gros problème sur les vêtements parce qu'ils vont délaver en machine. Et ça, c'est pas moi qui vais faire de la recherche ou passer du temps, c'est l'algorithme qui me le dit. Et ensuite, on peut aussi faire des corrélations, donc montrer que 2 choses sont liées, en tout cas 2 phénomènes. Et là, ce qui est intéressant, et je pense que ça nous concerne un peu tous si on travaille avec des avis, c'est de voir la différence entre quand je pousse un avis, donc je demande à un utilisateur de s'exprimer, et entre un avis spontané et la note que ça va pousser. Et en gros, on se rend compte que quand on pousse un utilisateur à émettre un avis, on vient créer plus de notes positives que quand il fait un avis spontanément. Et ça, c'est hyper intéressant en termes d'insight. Alors, je vous ai parlé de mots à choisir avec les occurrences. Maintenant, nous allons parler de classification. Alors, je pense que ça, c'est une problématique récurrente. C'est quels critères seraient efficaces pour qu'on organise nos produits sur notre site web, sur notre app ou en magasin. Quels mots-clés, quels filtres et quelles allégations présenter. Alors, chez Decathlon, il y a 200 cannes à pêche. Ouais, je sais, c'est super, c'est énorme. Et en gros, on avait demandé aux experts métiers, il y en a qui étaient anciens et qui connaissaient très bien, c'était quoi pour eux les mots-clés pour les utilisateurs. Alors, on avait eu le prix, le moulinet, la longueur, j'y connais rien, hein, mais le poisson, le type d'eau. Et puis, on avait la user research classique, on a interrogé des utilisateurs. On leur a demandé, pour vous, comment il faudrait présenter ça en magasin. Alors, on a eu par prix, par matériau, par longueur, par mouche, par hameçon. On a fait de la data sur les avis, et là, on a vu d'autres mots qui apparaissaient, comme la compacité, la pliabilité, le fait d'avoir une canne à pêche pour enfants et pour adultes, et le rendement. Alors là, ça pique un petit peu les yeux parce que c'est un niveau 2 en data. Vous n'êtes pas obligé de savoir comment on fait, c'est une analyse factorielle des correspondances. Les logiciels le font tout seuls, et si vous avez un copain data scientist, il pourra vous le faire. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est l'explication de ce schéma. Vous avez en bleu le nom des cannes à pêche. Vous avez en rouge les mots qui sont utilisés pour parler des cannes à pêche. Si je prends l'exemple de la télé 240, que je ne sais même pas à quoi elle ressemble, mais en gros, vous avez le mot souple qui va apparaître très souvent avec cette canne à pêche-là, qui est très liée à cette canne à pêche-là. Et le mot enfant qui est très peu lié à ça. Donc ça veut dire quoi? Que ces mots-là sont plus proches de la canne à pêche que celui-ci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ce graphe, on voit à quel point les mots des utilisateurs vont séparer les cannes à pêche entre elles. Et ce qu'on a remarqué, et c'est pour ça qu'il s'appelle le diagramme truite, c'est qu'en gros, on a la truite en haut, le brochet en bas et la carpe au milieu qui font une super ligne droite ici. Et c'est ces mots-là qui vont séparer mieux les cannes à pêche dans les avis clients. Et ça, je vous assure qu'il n'y a personne dans l'équipe projet qui a fait cette hypothèse-là. Donc moi, ma recommandation en tant que UX, c'était de se dire, utilisons aussi le mot, le nom du poisson pour parler de nos cannes à pêche. Et ça, c'est hyper puissant. Ça prend peu de temps, encore une fois, ça m'a pris 2 heures à faire. Mais le résultat pour les équipes, il est juste colossal. Et vous pouvez vous amuser à le faire avec tout, donc avec les petits pois aussi.
Donc, c'est ce que c'est des accompagnements des légumes verts, des légumes préparés ou dans un menu végétarien spécial quand on travaille chez Picard, on va regarder la proximité dans ce graphique-là et on aura probablement une idée très précise avec les avis utilisateurs de où ça se positionne. Donc ça, moi, je trouve que c'est super intéressant. Par contre, c'est un niveau 2. Niveau 2 aussi, c'est le dendrogramme. Un dendrogramme, ça vient de arbre. Retenez juste, si on en parle, de que c'est l'arbre. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, je vais regarder tout ce que publie le Front National sur ces éléments de programme, ces communautés et ces langages, alors c'était il y a quelques années l'exemple que j'ai trouvé sur Internet, mais voilà, il est assez intéressant quand même. On voit déjà que dans tout ce qui est publié, dans le corpus que j'ai analysé, il y a 2 ramifications qui vont commencer à se créer. Une ramification qui est toutes les choses contre lesquelles ils sont, l'euro, la banque et le PS, et toutes les choses pour lesquelles ils sont. Patriotisme, emploi. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que mon algorithme, il ne sait pas du tout de quoi je parle. J'aurais pu remplacer patriotisme par Schumfett ou euro par n'importe cacahuète. Il s'en fiche, l'algorithme. Et vous voyez que c'est quand même assez puissant parce que ça fait sens. Ça, on arrivera à donner une explication à ça. Et plus on descend dans les ramifications, plus ça veut dire que c'est proche. Donc souvent, dans le corpus du Front National, on va retrouver beaucoup de partis entre la retraite et le professionnalisme. Oui, j'ai parlé de la République En Marche, je peux parler du Front National. Voilà, on parlera de tous les partis politiques s'il faut. On va aussi retrouver, par exemple, si on a envie d'insérer du contenu de livres, par exemple, là je mets tout Harry Potter dans l'algorithme et je fais un dendrogramme. On va regarder, par exemple, sur celui-ci, les noms des personnages, donc Hagrid, Aaron, et on va faire de la proximité en fonction de est-ce que ceux-là sont plutôt Hermione friendly, donc on va beaucoup voir Hermione dans ce cluster-là, ou est-ce que on va plutôt voir Hagrid dans celui-ci. Donc ça peut aussi servir sur des contenus de livres. Vous pouvez vous amuser à rentrer Game of Thrones dans un algorithme et à voir à quel point les chapitres sont similaires entre eux selon le critère que vous avez envie de voir. Donc ça, c'est hyper puissant pour la classification. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour améliorer l'expérience utilisateur, et là, souvent, il va falloir un bon logiciel. Alors, sur les réseaux sociaux, les utilisateurs vont beaucoup s'exprimer, et moi, j'aime beaucoup cette solution-là, parce qu'elle va nous permettre d'affecter à chaque mot une valence émotionnelle. En gros, on sait que le mot grasseux, là, graisseux, c'est du dégoût, plutôt, que le smiley comme ça, c'est plutôt de la tristesse, que bad, c'est à la fois un peu de dégoût et de tristesse, que great, c'est happiness, et good surprise, c'est vraiment de la surprise. Et donc, l'algorithme, il va prendre tous les mots, il va leur coller un indice émotionnel, et en gros, on va réussir à avoir des tableaux de pilotage, par exemple pour comparer des produits, pour voir l'évolution au cours du temps, et ça se fait de manière automatique. Donc nous, on a juste le dashboard et puis on regarde. Donc, je trouve ça assez intéressant comme solution. Et sur vos tests, vous pouvez le faire à la mano. Ça vous prendra beaucoup de temps de coder l'intensité de ce que l'utilisateur vous a dit. Est-ce que c'était juste une description ou alors carrément c'était une exclamation? Est-ce qu'il était plutôt négatif par rapport à ça ou plutôt positif? Et de quoi ça parlait? Est-ce que c'était un problème qu'il a relevé, une émotion, une qualité? Donc vous pouvez faire le codage à la main, mais aujourd'hui, il y a des algorithmes qui existent. Vous pouvez aussi construire le diagramme Kano et la matrice café. Donc là, c'est l'exemple de TripAdvisor. On regarde un petit peu les avis qui contribuent aux notes positives et aux notes négatives. Donc vous voyez, par exemple, le mot expensive va être le premier facteur d'avis négatif. Et on le retrouve aussi sur les avis positifs beaucoup plus bas, ici, par là. Quand il y a marqué peu cher, ça devient positif aussi. Et vous avez, par exemple, le mot silence qui, lui, va être un prérequis. C'est-à-dire que si il est ici, dans que le négatif, mais qu'il n'est jamais dans le positif, ça veut dire qu'il faut absolument que vous soyez silencieux. Donc ça nous permet, par exemple, sur ce cas-là, avec ça, de faire ce petit jeu-là et de construire en fait le diagramme Kano. Alors, je parlais tout à l'heure de user research indirect. Je pense que vous avez tous senti que les avis utilisateurs, ils nous disent pas à quel endroit on doit mettre quoi. Ils ne font pas du card sorting. L'utilisateur, dans ses avis, il exprime juste ce qu'il pense. Il ne te dit pas à quel endroit il faut le mettre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'en servir. Donc c'est indirect, parce que c'est grâce aux avis qu'on arrive à faire des clusters comme ça. Je vous prends le cas ici des sports de combat chez Decathlon. Donc on a pris tous les avis sur les sports de combat. Et en fait, on a vu comment ça se répartissait avec les avis utilisateurs. Donc là, on a les punching balls, donc tout ce qui sert à frapper. Là, tout ce qui sert à se protéger en entraînement. Et là, tout ce qui sert à kimono. Donc oui, effectivement, on aurait pu faire du card sorting sur des utilisateurs. Mais ça, c'est quand même super rapide. Ça nous prend peu de temps. Et puis moi, ça me sert surtout des fois à préparer du card sorting. Parce que sur des projets où il y a 3000 produits, allez vous amuser à faire du card sorting avec les utilisateurs. Il faudrait 4 ans. Alors que ça donne quelque chose qui peut après être confronté en card sorting. Donc vous allez pouvoir mêler les deux. Dernier exemple de user research indirect, c'est par exemple de s'intéresser au niveau de langage de vos utilisateurs, au type de phrases qui vont être utilisées, au nombre de mots, aux fautes d'orthographe. Alors là, je vous fais un petit challenge. À votre avis, lequel des deux commentaires parle de Twilight ? Sans doute plus le premier, donc une petite faute d'orthographe et peu de texte. Et le deuxième, c'est Hannah Arendt. Donc vous voyez que les utilisateurs qui commandent sur Amazon sont un peu plus loquaces, enfin, ils parlent beaucoup plus. Le niveau de vocabulaire, je crois qu'il n'y a pas tous les mots que je vais comprendre. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça, parce que vous, si vous avez juste les avis sans avoir les produits, vous allez pouvoir déduire des choses super intéressantes auprès de vos utilisateurs. Alors, pour ceux qui savent, YouPorn, aujourd'hui, c'est 35 milliards de vues chaque année. C'est énorme, hein, c'est 600 000 vues chaque jour, donc c'est plus de la population de la France.
et il y a des avis dessus. Vous imaginez tout ce qu'on peut savoir sur les utilisateurs si on s'amusait à regarder les avis? Non, c'est pas un prétexte. Et demain, qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette donnée-là? Pour moi, c'est vraiment le duo de demain, l'UX et la data. Alors, il y a encore beaucoup d'usages à inventer dans nos métiers, et il y a surtout des solutions qui sont en cours de développement. Je suis honnêtement pas super satisfaite de ce qu'on nous propose aujourd'hui en termes d'algo. C'est ou compliqué, ou moche, ou super cher. Mais il y a des choses qui sont en train d'émerger en data open source qui sont super intéressantes. Lors du Google Summit, ils ont dit qu'aujourd'hui, il n'y a que moins d'1% des données qui sont non structurées, qui ne sont pas utilisées aujourd'hui, qui servent à rien, et 50% des données structurées qui servent à quelque chose. Donc c'est juste une matière qu'on peut faire briller en expérience utilisateur qui est monstrueuse. Alors, il y a aussi de la réflexion qu'on peut avoir sur comment nous, on pourrait améliorer nos expériences utilisateurs. Moi, je prends le cas souvent de Candy Crush, qui c'est en fonction de combien de fois on s'est logué, de ce qu'on est en train de faire, ce qui se passe. Mais imaginez, si vous arrivez à détecter que le téléphone bouge ou pas en termes de data, vous pouvez peut-être créer une application en mode marche pour les utilisateurs qui marchent. Vous servez de la donnée que vous avez pour adapter en temps réel. Vous pouvez aussi regarder la vitesse de frappe de vos utilisateurs et voir quand on ralentit, peut-être proposer de l'aide. Donc, il y a plein de choses qu'on va pouvoir imaginer demain, et ça, c'est pas que de la science-fiction grâce à la data. Alors, il y a des choses qui sont impressionnantes aujourd'hui, et sur la data, il n'y a que votre imagination, vraiment j'insiste, que votre imagination qui va limiter ce qu'on pourrait en faire. Alors ça, ils ont récupéré 100 000 photos de personnes au cours de leur vie, notamment des célébrités, et l'algorithme arrive à modéliser à quoi vous allez ressembler plus tard. Donc ça, je pense que c'est un cas connu. Moi, celui qui m'a interpellé récemment, c'est qu'ils ont récupéré plein de photos de célébrités, plein de voix de célébrités, et leur algorithme, ils arrivent à partir d'une voix, donc juste la voix, à simuler à quoi vous allez ressembler. C'est super chaud. Mais ça, c'est possible parce qu'on a énormément de données. Et que même si nous, on ne sait pas l'expliquer, les algorithmes vont réussir à prédire à quoi on va ressembler. Donc ça, c'est des usages juste impressionnants. Et pour finir, on a aussi d'autres cas, comme le dépistage des maladies, donc Alzheimer ou autres, les dyslexiques. Là, il y a un jeu qui est très intéressant, où en gros, on regarde comment les utilisateurs naviguent dans CEO Quest, et on voit qu'en fait, les personnes qui ont Alzheimer, elles ont un parcours qui est un peu différent. Et ça, on arrive du coup à dépister Alzheimer longtemps avant que les médecins puissent le dépister. Donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai la chance de bosser avec une boîte qui justement travaille sur la data pour la santé mentale, Open Mind Innovation. Et justement, ces datas-là, elles vont nous permettre aussi de faire des meilleurs diagnostics, de proposer des solutions avant, et je trouve ça vraiment fascinant. Et pour finir, cette data-là, comme il y en a beaucoup, que ce soit en astronomie ou comme sur l'humain, elle va énormément améliorer notre connaissance des utilisateurs. Donc pour conclure, je vous ai dit en introduction que je voulais être psychologue pour intelligence artificielle, pour aider les robots à comprendre les utilisateurs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse. C'est aujourd'hui les algorithmes qui m'aident à mieux comprendre les utilisateurs. Et ça, c'est vraiment super. Donc voilà, j'en ai fini avec cette conférence. J'espère que vous avez tous pu piocher au moins un takeaway que vous allez pouvoir utiliser. Et surtout, ayez le réflexe data dès le début des projets. Vous allez voir, petit à petit, ça va vraiment devenir un réflexe et un automatisme. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Je ne sais pas si on m'entend, Merci. On va passer aux questions pour faire gagner un livre. En l'occurrence celui-là, Data Visualisation de Nathan Yo. Tu me le portes? Il est super, je l'ai feuilleté. Alors, on a une question tout en haut là-bas, tiens, je vais aller faire courir. Ah, vous êtes deux, ok. Alors, je ne vois pas très bien. Ouais. Bonjour et merci pour cette belle conférence. Moi, j'avais une question. Nous, on est dans le B2B. La data, c'est pas forcément très simple à récupérer, notamment de la part de nos utilisateurs. Le feedback, c'est assez compliqué. Et du coup, en termes de quantité, on a vraiment des soucis. Est-ce qu'il y a un minimum de feedback à avoir pour avoir des métriques qui ont un sens et qui seraient fiables dans notre cas ? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Si jamais vous avez des personnes qui vous donnent un chiffre sur ce genre de questions, c'est des escrocs. Hein. Parce qu'il n'y a pas un chiffre clé. Le chiffre va dépendre de votre problématique et surtout de la qualité de l'échantillon que vous avez. Si vous avez un échantillon très dispersé, il faudra beaucoup de monde. Et si vous avez un échantillon qui va répondre de la même façon, à partir de 60 personnes, on peut déjà avoir des choses solides d'un point de vue quantité. Moi, j'aime bien dire sur la data qu'il faut au moins 1 millier d'informations pour automatiser. Sinon, ça va mieux à la main et autant faire au stabilo. Hein. Donc moi, j'aime bien 1000, mais mon petit truc, c'est que plus il y en a, mieux c'est. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'est parfait, merci. Alors une question ici aussi. Ouais.
Alors, je ne m'attendais pas du tout à être soufflé à ce point. Pour moi, c'est la meilleure conférence jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Je sais pas, c'était tellement riche. Je voulais juste savoir, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont le même sentiment que moi, mais j'ai eu du mal à tout absorber là. J'ai même pris des photos. Tiens, j'en profite juste pour... à chaque conférence, j'aimerais bien que vous disiez si on va avoir les slides après ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des photos. Et juste si vous dites si les slides sont... Voilà. Donc si c'est le cas, super. Ma question, excusez-moi, très rapidement, c'est pour quelqu'un qui débute dans l'exploration de la data en tant que UX, qu'est-ce que vous conseillez quel est votre outil le plus utilisé, le plus couramment? Voilà. Alors j'ai présenté WordArt quand je fais des interventions sur des petites startups qui n'ont pas les moyens d'avoir des logiciels, qui n'ont pas des data scientists ou qui n'ont simplement pas le temps de s'y intéresser. Déjà WordArt, si vous avez du texte, pouf, c'est facile à mettre dedans et à regarder ça. Vous utilisez simplement Excel, un tableau pour construire des régressions, ça suffit. Et je vous assure que déjà avec ces deux outils, mais vous allez dégommer 80% de vos problèmes. Pour moi, c'est amplement suffisant. Je suis un peu déçu, mais bon, pourquoi pas. Excel, ok. Vrai. Merci. C'est vrai. Ok. Et on a une question là aussi. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis assez convaincue qu'il va falloir que j'aille un peu plus loin dans la data parce que, pour info, moi je viens de récupérer 4000 verbatim qui est classé dans un Excel en toute langue. Et du coup, là, c'est la galère. On l'a fait à la mano avec mon alternante, c'était génial, on s'est éclaté pendant 10 jours à traiter ça. Hyper dur à exploiter. Pas de congruence entre les réponses et ma valence de verbatim. Donc du coup, moi j'aimerais bien, qu'est-ce que je pourrais faire de miraculeux pour traiter ces données? Alors, de miraculeux, si tu veux faire du comptage, comme je disais, il y a WordArt, il y a des logiciels sur lesquels on peut s'accrocher. Alors voilà, le problème sur la traduction, puisque moi j'ai travaillé avec la Chine ou avec d'autres pays, c'est qu'il faut d'abord faire la traduction pour traduire. Mais cela dit, ça dépend, je ne connais pas la nature de tes produits, mais par exemple sur les vêtements, on a des avis qui sont très différents entre les Chinois et les Français. Ou par exemple la transpiration en France c'est bien vu, et en Chine c'est différent. Donc je ne suis pas sûre qu'il faille amalgamer les données. Déjà c'est la première question. Est-ce qu'il faut vraiment amalgamer ça? Et si on fait le traitement, donc la traduction plus le traitement, ça ne marche pas. Moi ce que je te préconise plutôt, c'est d'avoir par langue une analyse, plutôt que d'essayer de tout mettre en même temps. Après, je n'ai pas ton cas précis, mais je t'entends plus. En fait, on a aussi la problématique de la multiculturalité, les différences de réponses par rapport au pays. Donc ouais, plutôt par... Moi, par pays, ça me semble incontournable, par pays. Et après, vous voyez si ça synchronise. Il y a des produits sur lesquels ça va facilement synchroniser. Les jeux vidéo, en général, ça synchronise plutôt pas bien. Mais sur des produits qui sont liés à la culture, comme le vêtement ou d'autres choses, c'est super compliqué, il vaut mieux séparer. Donc ça va vraiment dépendre de ça. On va faire une dernière question. Pour une fois, on a rattrapé le temps perdu. Je vois qu'on a un jeune homme ici. Ça vient de l'autre côté. Oui, donc merci pour effectivement l'échange. Moi, ma question, c'est, on voit depuis ce matin beaucoup de conférences sur l'éthique et on voit que du coup l'utilisation de la data, elle est vraiment centrale pour les entreprises, en tout cas que vous accompagnez. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de refuser des missions sur des sujets un peu touchy ou éventuellement d'avoir des opportunités de révéler ou peut-être des choses qui seraient contre-éthiques dans votre métier? Alors, oui, ça m'est déjà arrivé de refuser des prestations, notamment quand la data doit servir à retenir ou à faire de la rétention. Ça, j'aime pas du tout qu'on me parle comme ça. Rétention, moi, ça me fait hérisser les poils. Mon job, c'est de donner du plaisir à des utilisateurs, c'est pas de les forcer à rester. Donc pour moi, si la data elle sert à donner plus de plaisir, ou on s'en sert pour ça, dans cet objectif-là, oui, on y va. Par contre, si c'est pour faire du dark, je suis pas trop fan, donc moi, je peux me permettre le luxe de refuser parce que je suis indépendante. Après, encore une fois, sur ces outils-là, c'est un outil. Tout dépend de l'usage qu'on a fait. La physique nucléaire, ça pourrait servir à des trucs super. L'usage qu'on en fait, c'est vraiment ça, la clé, la question éthique. La data, pour moi, il n'y a pas la question à se poser si c'est éthique ou pas, c'est l'usage qu'on en fait. Et encore une fois, moi, ça m'arrive de refuser des prestations quand c'est mal employé. Allez, encore une question. Ça sera plus dur de retenir qui va gagner le livre. Est-ce qu'on peut emmener le micro? Il y a déjà le micro. Les assistants sont partis. Ils ont faim. Oui, ils ont faim.
Bonjour. Bonjour. Je rejoins mon collègue tout à l'heure, c'était vraiment très très riche, Merci. beaucoup d'infos. Et du coup, vous avez beaucoup parlé de la mise en place de toute cette stratégie. Une fois que le produit existe déjà, on est dans l'amélioration. Ouais. Moi j'ai une question, c'est comment ça se passe quand le produit n'existe pas, qu'on est dans la création d'un produit, on n'a pas toutes ces infos, on n'a pas toutes ces données. Comment on anticipe, comment on crée, et voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de ça, malheureusement, parce que moi, mon cœur d'activité, c'est justement là-dessus. C'est quand on sait rien, justement. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que quand on sait rien, il y a la concurrence, il y a les choses qui sont similaires. Honnêtement, il n'y a qu'une seule fois où j'ai pas réussi à avoir de la donnée, c'est quand on bossait pour des astronautes. Où il n'y avait pas assez d'astronautes qui étaient partis dans l'espace. Voilà, c'est la seule fois où j'ai pas eu assez de données pour réussir à le faire. La plupart du temps, on regarde les domaines qui sont transverses. On peut faire de la complétion de phrases sur Twitter. Je ne sais pas c'est quoi le domaine sur lequel tu as en particulier, mais si tu veux sortir un jeu qui n'existe pas, pour vous, le machin chose idéal, c'est hop, complétion de phrases sur Twitter. Ça n'empêche pas, on arrive toujours à trouver des choses connexes qui vont déjà permettre de commencer la user research avec déjà une connaissance de la cible. Pour moi, c'est essentiel et c'est ce sur lequel la data est encore plus utile.